Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes de pouvoir qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui n'ont pas peur de se montrer telles qu'elles sont et qui veulent changer le monde. Notre invitée du jour est la princesse Esmeralda de Belgique. Elle est journaliste, elle est réalisatrice documentaire, elle est conférencière, elle est aussi auteure. La princesse Esmeralda est membre de la famille royale et la tante de l'actuel roi, le roi Philippe de Belgique. Elle a réalisé plusieurs documentaires, elle a écrit des livres sur sa famille, mais aussi sur la protection de l'environnement et plus récemment un livre sur les femmes qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Elle est passionnée par l'environnement et la défense des droits de l'homme. D'ailleurs, elle a beaucoup soutenu le mouvement Black Lives Matter après l'assassinat de George Floyd et incité, en tout cas, prononcer sa parole pour que les pays européens, l'Europe, puissent confronter son passé colonial par rapport à la réalité d'aujourd'hui. La princesse Esmeralda met à disposition sa notoriété, sa parole, son métier de journaliste et pour soutenir tout ce qui concerne les droits des femmes et plus particulièrement les femmes indigènes et les femmes et les populations issues de l'Amazonie. Princesse Esmeralda, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai été assez précise sur votre présentation ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait rajouter? Ah non, vous avez été formidable. Quelle, quelle bonne porte-parole. Mais c'est un grand plaisir pour moi. Et pour moi aussi. Donc, Esmeralda, que signifie pour vous le mot pouvoir? Ah, alors c'est beaucoup de choses le pouvoir. Euh, Ce qui est terrible, c'est que ça implique dans le mot pouvoir une forme de domination. Et malheureusement, ça a été le cas par rapport aux femmes pendant tellement de siècles. Et c'est encore le cas dans certains pays, c'est encore le cas malheureusement. Mais c'est aussi une chose que nous avons tous en nous. Et je pense qu'on ne se rend pas compte quel est le pouvoir dont nous disposons tous. Un pouvoir par rapport à ceux qui nous gouvernent, un pouvoir de dénoncer des choses. Et je crois que c'est très important que les citoyens réalisent que nous avons un pouvoir, en fait, très fort, si on veut bien l'exercer. C'est d'ailleurs pour ça que vous l'utilisez aussi bien dans votre environnement personnel et professionnel pour dénoncer et défendre les plus faibles, les populations vulnérables. Oui, c'est ce que j'essaye de faire parce qu'il y a tellement de voix qu'on n'entend pas. En fait, il n'y a pas de personnes qui sont silencieuses, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas les entendre. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire entendre ces voix, de parler, de leur donner la parole, de leur donner du relief. Et voilà, ça, c'est une forme de pouvoir aussi. J'ai la chance de pouvoir écrire, de pouvoir en parler, et j'essaie d'utiliser ce pouvoir. Est-ce que vous avez noté une différence dans l'exercice du pouvoir ou de la capacité à porter la voix selon si on est un homme ou une femme? Oh oui, et je suis Mm. sûre que vous avez aussi Tout remarqué à ça. fait. Que ce soit dans des conférences, que ce soit dans des interviews, le nombre de fois que les hommes nous interrompent. C'est vrai, hein? Absolument. Que des fois on se demande est-ce que je suis transparente? C'est tellement vrai. Une autre façon aussi, c'est que chaque fois qu'on est un petit peu plus passionné ou qu'on parle plus fort, immédiatement on dit qu'on est hystérique C'est ou ça. on est trop émotionnel si on a la larme à l'œil. Mais si un homme a la larme à l'œil, alors tout le monde trouve ça formidable. C'est tellement émouvant de voir combien ils sont sensibles. Pour nous, C'est non. ça. Ça veut dire qu'on est vraiment trop émotive. Ça, c'est tout à fait vrai. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'en pensez-vous? Et si ça a été le cas, est-ce que vous avez eu à sacrifier quelque chose, par exemple? Je pense que c'est surtout vrai dans la politique, parce que le chemin pour arriver au sommet est tellement rempli d'embûches pour les femmes, que ce soit si elles sont mariées, si elles ont des enfants, les réunions sont souvent le soir, donc c'est difficile. Enfin, il y a toutes sortes d'obstacles pour arriver au pouvoir.
Et donc, je pense qu'elles doivent sacrifier, c'est certain, souvent, alors une vie de famille ou c'est dommage qu'elles doivent faire ce choix, mais c'est quelque chose qui se passe trop souvent. Pour moi, ça n'a pas été le cas parce que je ne suis pas en politique et que, étant journaliste et activiste, c'est beaucoup plus facile de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'occasion de partager avec d'autres femmes votre expérience de l'engagement social, de l'exercice du pouvoir, de l'importance de les mobiliser pour s'engager sur des causes qui vont être utiles pour l'ensemble de la planète? Oui, très souvent, parce que je pense que la solidarité, ou dans ce cas-ci la sororité, Ouais. est extrêmement importante. Là encore, les hommes savent très très bien comment être connectés entre eux, faire jouer les réseaux. Les femmes sont arrivées un peu plus tard dans ce domaine, et donc c'est très important de partager les expériences, de montrer, surtout quand elles sont plus jeunes, qu'on peut y arriver, qu'elles ne doivent pas se décourager. C'est très très important d'avoir des exemples et de partager tout ça. Est-ce que vous pensez que les femmes, en dehors de la capacité à se mettre en réseau, à être plus solidaires, quelle stratégie on devrait mettre en place pour accéder aux instances de décision? Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas faute de parler, c'est qu'on ne nous entend pas, c'est que notre voix ne porte pas. C'est pas faute de faire des études, c'est on est la plupart du temps les meilleurs dans toutes les formations et toutes les disciplines confondues. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour que ça change? Et doublement, après, quand on est une femme issue d'une minorité, là, je me mets dedans. C'est encore plus difficile, bien sûr. Ce qui est terrible, comme vous venez de le dire, c'est qu'au niveau des études, les femmes sont souvent meilleures. Il y en a aussi souvent plus. On voit ça, par exemple, en ce qui concerne la médecine. Il y a beaucoup plus d'étudiantes en médecine que d'étudiants. Donc, elles arrivent là. Et puis, au niveau supérieur, ça bloque. Alors, ça bloque une fois de plus parce que, comme on l'a dit, les circonstances personnelles, le fait que, en fait, malheureusement encore un monde d'hommes, donc il y a toutes sortes d'obstacles. Que faire? Il faut continuer d'en parler, il faut continuer à convaincre les hommes qu'ils n'aient plus peur des femmes dans la sphère publique, sans faire des alliés, et heureusement, il y en a de plus en plus. Tout à fait. Il faut comme on le disait, avoir des exemples, parce que si les jeunes filles voient qu'il y a des femmes de la génération précédente qui sont arrivées, et là je pense par exemple aux femmes chefs d'État et aux femmes premiers ministres, il y en a très peu encore dans le monde, ça Tout à reste fait. une infime minorité, et ça doit absolument servir d'exemple pour que plus de femmes en Europe, en Afrique, en Asie se disent, bon, si une telle est arrivée, moi aussi, je pourrais y arriver. Mais tant qu'on n'augmente pas ce nombre, on stagne, malheureusement. Tout à fait. Quelle pourrait être la part de responsabilité des organisations? Ouais, elles en ont beaucoup, évidemment. Je pense qu'un des points essentiels, et je suis sûre qu'on va en parler, ce sont les quotas. Oui, Moi, moi, personnellement, je suis pour les quotas parce que je pense que c'est la seule manière de forcer les choses. Et quand les gens disent, mais en fait, c'est mauvais les quotas, il faut se baser sur plutôt le mérite, mais je réponds, mais tant qu'il n'y aura que des hommes exceptionnels et pas des hommes qui ne sont pas à la hauteur, alors à ce moment-là, on pourra dire que les quotas sont mauvais. Non, il tout faut à des fait. quotas. C'est la première étape, évidemment. D'ailleurs, ça a fait ses preuves dans les pays où ça a été mis en place, parce que sans ça, par exemple, au niveau des conseils d'administration, les 30% au niveau des conseils d'administration dans les entreprises françaises ne se feraient pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette injonction au niveau des juridiques pour imposer cette obligation dans les entreprises. Donc, Oui, bien sûr. Mais alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'au niveau, par exemple, de la parité de représentation gouvernementale, c'est un pays comme le Rwanda oui, qui est en tête, ou aussi la Bolivie en Amérique latine. Et alors, en Occident, on est loin, oui. loin de ça. Donc, on devrait apprendre quelques leçons là.
Tout à fait, parce que c'est pas forcément les pays qui sont les droits de l'homme, ou qui se revendiquent en tout cas droits de l'homme en avance, qui sont forcément les meilleurs en termes de réelle mise en pratique des politiques qui protègent les plus vulnérables. Ça, on a tellement d'exemples, Oui. malheureusement. Esmeralda, est-ce que vous avez une citation préférée, une phrase, un proverbe, une devise, quelque chose qui illustre vos engagements, vos propos ou votre personnalité? Oh, il y en a beaucoup, mais il y en a une, et surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde par rapport à la crise climatique, par rapport à la crise, les inégalités, le racisme. J'aime beaucoup la citation qui dit que le silence est un crime, ou si on dit en anglais, silence is complicity. Le fait qu'on doit absolument dénoncer les inégalités, dénoncer le racisme, dénoncer cette crise climatique épouvantable qui affecte les plus vulnérables et qui va de toute façon nous affecter tous. Tout à fait, c'est déjà à nos portes. En tout cas, sur ces moments, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants, Esmeralda. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Nous parlions avec la princesse Esmeralda de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, au niveau du racisme, au niveau de l'environnement, tous les combats et tous les défis que notre société aujourd'hui a relevés et quelle pourrait être la place des femmes dans tous ces combats. Esmeralda, je sais que vous êtes beaucoup engagée après l'assassinat de George Floyd par rapport à la campagne de Black Lives Matter. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce mouvement, et qu'est-ce que ça a réveillé chez vous, ça a suscité chez vous, cet acte horrible qui s'est passé aux yeux du monde entier, en fait. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je pense que quand c'est arrivé en plus au milieu d'une pandémie, donc on était tous un peu à la maison et les images nous ont encore plus frappés qu'avant. Je me suis posé la question parce que malheureusement, ce n'était de loin pas le premier assassinat et la première violence de la police américaine envers les Américains, les Africains-Américains, excusez-moi. Mais le fait que ça a choqué le monde entier, que ces images ont vraiment provoqué un sursaut d'horreur, je pense que c'est ça. On a été mis devant le fait que c'était quelque chose qui se passait et que malheureusement, ça se passait aussi en Europe. Moi, je vis en Angleterre et les actes de violence sont peut-être moins excessifs comme aux États-Unis, mais le racisme est bien présent. Le racisme est dans toutes les structures, dans la police, dans les structures gouvernementales et autres. Le fait que les minorités ont beaucoup plus de mal à accéder à l'emploi ou à accéder à acheter une maison ou un appartement, enfin toutes ces discriminations, tout à coup ça nous a sauté au visage. Et le constat que très probablement et tout à fait manifestement, tout ce racisme structurel venait bien sûr du colonialisme et c'est le cas pour tous les pays européens. Je pense que c'est un constat qu'on connaissait bien sûr mais qui était impossible à ignorer. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez que la communauté noire elle pourrait faire pour renverser un peu ce rapport de force? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est courant dans tous les pays occidentaux, même dans tous les pays du monde, en fait. Quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour que ça change? Oh, écoutez, je crois que c'est plutôt les Blancs qui doivent faire quelque chose. La communauté noire dans le monde s'est mobilisée d'une façon extraordinaire avec toutes les manifestations. Heureusement, on a vu beaucoup de Blancs participer à ces manifestations. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau. En tout cas, dans cette multitude, je dirais.
ce qu'il faut faire, c'est la solidarité, c'est essayer de changer les choses, de se rendre compte que il ne suffit pas de dire pour nous, on n'est pas raciste. Non, il faut dénoncer tout ce qui est raciste et tout ce qui est stéréotype et évidemment pousser pour qu'il y ait plus de représentation dans les médias, dans la politique, la même chose que pour les femmes, parce qu'on est encore loin du compte et que finalement les communautés arrivent à s'unir, à se comprendre et qu'il n'y ait pas toutes ces barrières. Tout à fait. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Par rapport à quelqu'un qui est vivant ou par rapport à quelqu'un de Ou l'histoire? quelqu'un qui est vivant ou mort, ou en Europe, en Occident, en Afrique, peu importe dans le monde. S'il y en avait un qui vous inspirait, lequel serait-il ou une? Ce serait facile pour moi de répondre Mandela parce que c'est vrai qu'il représente un idéal tellement extraordinaire et d'avoir réussi justement à promouvoir la paix et la conversation entre les communautés en Afrique du Sud, alors que lui avait été une des premières victimes. Ça, je trouve extraordinaire. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de femmes qui montrent l'exemple, et notamment durant cette pandémie. Je trouve par exemple que la première ministre de Nouvelle-Zélande a été formidable parce qu'elle a montré sa féminité. Elle n'a pas eu peur de pleurer devant les caméras. Elle a une spontanéité extraordinaire aussi. Elle est accessible, on peut lui parler. Et je trouve qu'elle a fait la démonstration de ce que un bon Premier ministre peut être par rapport à tant d'autres présidents et premiers ministres hommes qui étaient beaucoup plus dans l'arrogance et dans le manque de transparence. J'espère que ces messieurs y prendront de la graine et comprendront que on n'est pas en rivalité avec eux, mais bien au contraire, on pourrait être la solution pour le futur. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Oh, ça c'est difficile. Un de mes animaux préférés, c'est le dauphin. Euh, Parce que je trouve qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont tellement en plus sympathiques avec les humains et en plus ils aiment s'amuser et puis il y a ce sentiment de liberté, puis j'adore la mer, donc oui, pourquoi pas un dauphin. Très bien. Je ne vous demande pas par quoi commenceriez-vous pour changer le monde, parce que vous nous avez déjà donné pas mal de réponses sur ça. Sauf s'il y avait un point qu'on a omis de mentionner. Par rapport à changer le monde, Oui, malheureusement, je pense qu'il faut changer le système. Parce qu'on est en train de voir que le système nous a emmenés droit dans le mur. Il était peut-être ce qu'il fallait au XXe siècle, mais au XXIe siècle, certainement pas. La nature a été détruite, nos ressources sont beaucoup trop utilisées et l'inégalité dans le monde est criante. Donc il s'agit d'urgence de changer le système économique et politique. Je crois que beaucoup de gens le constatent. Malheureusement, les dirigeants ont du mal à faire ce grand pas. en préparant cette rencontre, Esmeralda, on vous a demandé d'apporter une photo, un objet, quelque chose en tout cas qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ou à quoi avez-vous pensé? Alors, j'ai pensé à une photo que je vais vous montrer. J'espère qu'on la voit à la caméra. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est une manifestation, comme il y en a eu beaucoup pour le climat tout au long de l'année dernière, majoritairement avec des femmes, parce qu'il faut quand même remarquer que dans toutes les jeunes pour le climat, c'est une majorité de filles. Et alors j'aime bien parce que la pancarte tenue par cette jeune femme dit Fight like a girl, don't give up. So, Ok. bats-toi comme une fille et n'abandonne pas. Et je trouve que c'est un très bon slogan.
Et ce fait que, justement, comme je disais, ce sont beaucoup les femmes qui se mobilisent pour le climat, pour la nature, c'est aussi parce qu'on a cette conscience très forte, je crois, de la mère Terre, et le fait que les femmes dans beaucoup de pays sont vraiment directement en contact avec la nature parce qu'elles sont en charge de l'alimentation, de la recherche de l'eau. Non seulement elles sont les premières victimes, ça on le dit souvent, et c'est vrai quand il y a des événements climatiques extrêmes, mais elles sont surtout tellement porteuses de solutions. Elles ont des solutions pratiques, elles ont des solutions immédiates, et ça je trouve formidable. Et je crois que c'est pour ça qu'on voit tellement de femmes qui se mobilisent pour le climat. Absolument. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare quand je serai grande, je voudrais être princesse Esmeralda de Belgique, vous lui diriez quoi? Je lui dirais qu'elle doit aller au bout de ses rêves et que tout est possible. Et que vraiment, si on décide de faire quelque chose, même s'il y a beaucoup d'obstacles, avec la volonté, on peut y arriver. Et maintenant encore plus qu'avant. Notre entrevue touche déjà à sa fin. Esmeralda, c'est passé trop vite. Et pour moi aussi. Alors, pour conclure cette entrevue, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot ou en une phrase, vous êtes une femme de pouvoir, vous êtes une femme engagée, mais quel est votre super pouvoir? Vous pensez que j'ai un super pouvoir? Oui, absolument. Alors, je pense avoir l'espoir et avoir l'enthousiasme. Il faut l'espoir, l'enthousiasme et l'énergie. Et malgré quelquefois des périodes de découragement, il faut jamais abandonner l'espoir. Parfait. Ben, ça sera le mot de la fin. Vraiment, merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui n'osent pas peur de montrer leur féminité, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.